Et on va effectivement faire un nouveau format. Donc c'est de la vulgarisation métal. Metallica, c'est une chaîne qui existe déjà sur, sur YouTube, mais moi je vais faire le truc un petit peu à ma sauce. J'avais proposé pendant le Lutember, une espèce de sabaton de tout septembre. Donc j'avais dit, si on arrive à un certain seuil, je commencerai à faire des vidéos de vulgarisation sur le métal. Et on va commencer par Metallica. C'est le jour fatidique est arrivé, on va pouvoir commencer à en parler. Hop. Alors je vais aller chercher mes notes. Et puis vous allez voir, il va y avoir des extraits vidéo, des extraits audio et tout. Petit groupe qui débute. Et d'ailleurs, ce sera quelque chose qui sera en 2 parties. Puisque Metallica, ça a quand même une carrière assez imposante et importante. Et ça m'a pris déjà 2 heures à préparer ce truc-là pour aujourd'hui sur juste la première moitié. J'avais pas envie d'y passer 4 heures. Et là, on va commencer avec, voilà, les petits slides. Je fais des petits slides un petit peu comme un prof de musique. Je ne vous ai pas mis de gens qui chevauchent des dinosaures ni d'explosions. Je suis désolé, on fera un petit peu avec ce qu'on a. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez, et puis on va essayer d'y répondre, sachant qu'on a peut-être pas toutes les réponses, mais qu'il y a des gens peut-être dans le chat qui auront des réponses à vos questions. Un PowerPoint sur le métal, c'est un petit peu ça, ouais. Donc, pour parler de Metallica, pourquoi déjà je choisis Metallica en premier? Parce que Metallica, c'est un groupe, malgré le fait que on aime ou on n'aime pas, ou on trouve ça commercial, ou on lui préfère un autre groupe, etc. Metallica, c'est un groupe qui a été fondateur pour le monde du métal d'une manière générale. Ça n'a pas été le premier groupe de métal, ça n'a pas été le groupe le plus influent dans la scène métal, mais ça va être un des groupes de métal les plus connus au monde, et qui va avoir inspiré énormément d'autres groupes. En bien ou en mal, en fonction des différentes périodes de son histoire. Et d'ailleurs, on va voir comment le métal en tant qu'esprit a évolué au fil de sa carrière, puisque c'est un groupe qui existe quand même depuis 81. Il a gagné en notoriété grâce à Stranger Things. Il a regagné en notoriété grâce à Stranger Things, mais ça, on va en parler dans la partie 2. On en a trop entendu, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment entendu plus que ça de Metallica et qui connaissent pas vraiment le groupe, donc on va en profiter pour leur faire découvrir tout ça. C'est un groupe qui a été fondé en 81 à Los Angeles, United States, et qu'on peut qualifier de thrash metal. Alors le thrash metal, c'est pas le trash metal. Ça s'écrit pas pareil, c'est pas T-R-A-S-H, c'est pas le métal poubelle. Ça s'écrit avec un H, T-H-R-A-S-H metal. C'est un style qui est dérivé du heavy metal et qui vient se mettre en opposition directement avec le glam de l'époque du début des années 80, où en fait on avait du hard rock qui était très coloré, très perruque, très maquillage. On va penser par exemple aux Twisted Sisters ou à ce genre de groupe-là. Il y a des groupes qui vont vouloir se mettre un petit peu en opposition par rapport à ça, à partir sur des riffs qui sont très incisifs, très marqués, avec de la guitare voilà, très agressive, de la double grosse caisse et des sujets thématiques un petit peu plus sérieux, comme de la politique, de la religion, des sujets de société. Et en gros, nous on fait du vrai métal de bonhomme. Et voilà, donc ça c'est un petit peu la base du thrash metal. Du thrash. Les trus versus les poseurs, tout à fait. Donc dans le style, on va trouver les 4 groupes qu'on va appeler le Big Four du thrash metal, c'est-à-dire Metallica, Megadeth. Et Megadeth, on va en reparler tout à l'heure. Anthrax et Slayer, mais il n'y a pas que eux, il y a plein d'autres groupes, notamment plein d'autres groupes que je ne connais pas. Il y en a un que je connais, par exemple, qui est un peu plus récent, qui s'appelle Creator. Mais le thrash ne se limite pas uniquement au Big Four. Ok ? Voilà, donc ça c'est pour revenir un petit peu sur la catégorie de musique que va faire Metallica, sachant que la musique que Metallica va faire tout au travers de sa carrière va énormément évoluer, va énormément changer. Testament ? Peut-être, ouais. Je sais pas si c'est du thrash, mais en tout cas je vous fais confiance si vous le dites. Ok, alors, fin 81, il y a le batteur qui s'appelle Lars Ulrich, effectivement appelé un batteur, je suis désolé, même si, voilà, qui poste une annonce dans le journal local qui s'appelle The Recycler, new-yorkais je crois, Los Angeles, non, je crois, j'ai dit quoi tout à l'heure? Los Angeles, voilà. Il recherche des musiciens de type metal pour faire des répètes et faire des jam sessions et jouer des morceaux notamment de Iron Maiden, Diamond Head, etc. Donc ça c'est la véritable annonce d'époque.
Il va recevoir des réponses de deux musiciens, deux guitaristes, qui vont être Hugh Tanner et James Hetfield, qui sont des musiciens à la base du groupe Leather Charm. Celui qui va nous intéresser ici, ça va être Lars Ulrich. Ça va être James Hetfield. Donc ils vont commencer à jouer un petit peu ensemble. Lars Ulrich il va se dire tiens c'est vachement bien, Hetfield il est cool, il va se mettre à la guitare et puis il va se mettre au chant. Et il y a un début de groupe qui va commencer à se former. Ok, le premier nom du groupe ça va être The Han. Je l'ai lu sur Wikipédia, hein. Je savais même pas. Après il y a un autre nom qu'ils vont commencer à avoir, qui va peut-être parler à certains fans de Metallica. Ça va être Phantom Lord. Si vous connaissez un petit peu les titres des chansons de Metallica, ça va peut-être du coup vous parler. Ah oui, c'est le nom d'une chanson du coup de Metallica. Les quatre faisaient partie de la Bay Area Thrash Metal, du coup ça je connais pas. Peut-être que tu vas pouvoir nous en dire plus, Megadeth Rin. Donc ce sera une chanson de l'album Kill 'Em All. Il y a un pote, il y a Ulrich qui va demander à son pote Ron Quintana de dire tiens, est-ce que tu pourrais pas trouver un nom à notre groupe? Et il va amener plusieurs propositions, et une de ces propositions ça va être Metallica. Le nom va être trouvé et une des premières formations va pouvoir se faire. Ok? Ulrich qui va faire une annonce supplémentaire pour trouver d'autres musiciens et notamment un autre guitariste, sachant que l'autre pote de Hetfield va pas rester dans le groupe, Hugh Tanner, ça va être Dave Mustaine. Donc Dave Mustaine, il va répondre à cette annonce-là. Et Dave Mustaine va pas mal impressionner Lars Ulrich et James Hetfield parce que ça va être un guitariste qui va avoir plein de matos extrêmement coûteux, qui va être un guitariste d'exception. Et du coup, bon, ils vont l'engager pour jouer avec eux dans Metallica. Et début 82, ils vont commencer l'enregistrement du morceau Hit the Lights. Et là, bim! Peut-être me monter un petit peu le son dans les oreilles. Donc là, ça c'est un enregistrement d'époque de Hit the Lights. Merci pour les follow, des gros bisous. Là c'est complètement sur le premier morceau qu'ils ont fait pour la compilation Metal Massacre. Donc c'est le fameux morceau qu'ils ont enregistré en 82 dans cette formation là. Ils vont commencer à faire quelques scènes grâce aux bouche à oreille et ils vont avoir leur première formation qui va naître avec un nouveau bassiste qui va s'appeler Ron McGovney. Paf. Et donc du coup ça va être la première formation de Metallica. On voit le bassiste en question, Ron, qui est tout à gauche. On va avoir James Hetfield qui est le deuxième en partant de la gauche. Le troisième ça va être Lars Ulrich. Et tout à droite Dave Mustaine. Et Dave Mustaine va être une personne très importante. On va en parler un petit peu plus tard dans les prochains slides. Voilà. On va commencer à décrire leur musique, à qualifier leur musique de thrash metal le 23 février 1984 dans le magazine Kerrang. Alors je crois que j'ai eu la couverture du magazine en question. Ce magazine-là du 23 février 1984, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est la bonne époque. Et en fait, il faisait un comparatif avec le morceau Metal Thrashing Mad de Anthrax à l'époque. Et du coup, pour pouvoir faire un rapprochement entre les deux groupes, du coup, ça va être, ils vont être qualifiés de thrash metal à ce moment-là. Ok. Lors d'une soirée au printemps 82, Ulrich et Hetfield ils vont rencontrer Cliff Burton dans une boîte de nuit qui s'appelle le Whisky à Gogo. Et c'est à l'époque un membre d'un groupe qui s'appelle Trauma. Voilà. Il les trouve Cliff Burton absolument excellent, notamment pour son jeu à la basse à la wah-wah. Donc c'est une pédale qui va permettre de pouvoir distordre le son et faire des espèces de wah-wah. C'est pour ça qu'on appelle ça une wah-wah. Hein. Quelque chose qu'on va utiliser principalement à la guitare, mais que lui utilise à la basse, et ça impressionne assez les membres de Metallica. Et ils vont lui faire une offre pour qu'il rejoigne le groupe, tout simplement. Salut Mathieu. Ils veulent le débaucher, et au départ, il refuse. Et ça lui prendra jusqu'à la fin de l'année pour accepter. À la fin de l'année 82, il va décider finalement de rejoindre Metallica. Et ils vont faire leur premier concert en 83 au nightclub The Stone.
la première formation véritablement officielle de Metallica est née, et ils vont lancer l'enregistrement de leur première démo qui va s'appeler Megaforce. Ok, sachant que la formation que vous voyez là, ça va être la formation qui va composer tout ce qui va être le cœur de leur premier album. Et pas que. Vous allez voir ça plus tard. Megaforce, ça donnait ça. Voilà, un enregistrement dégueulasse, etc. C'est une démo. Je pense que si vous avez eu un groupe quand vous étiez jeune, bah, c'était un petit peu le même délire. On se rendra compte que la production de Kill 'Em All va être clairement bien meilleure que ça. Hein. C'est effectivement Whiplash. On entend que là le son de Metallica commence vraiment à se consolider et ça va être ça pendant encore de nombreuses années derrière. Qualité Sentenger, bah non, la caisse claire fait beaucoup moins casserole. Pas dégueu comme enregistrement par rapport à ce ton groupe de l'époque. Non mais grave, hein, carrément. Alors, le 11 avril 83, il se passe un truc, le groupe décide de se séparer de Dave Mustaine parce que ce dernier a des gros soucis d'alcool et il a des comportements violents et désagréables. Le groupe considère que Mustaine est quelqu'un de toxique pour le groupe et qu'en plus ça se reflète sur sa qualité de jeu à la guitare. Et il va être remplacé la même journée, l'après-midi même, par le guitariste Kirk Hammett, qui était à ce moment-là le guitariste du groupe Exodus. Ok. Alors, Dave Mustaine, il va pas être content du tout. Il a commencé la musique, vous galérez pour avoir des retours photos en 480p, des prises de son, maintenant il y a l'iPhone, eh oui. Non mais les gens qui commencent la musique aujourd'hui, ils ont pas mal d'outils qui leur permettent de faire plein de zigs super cool. Hein. Et avec des qualités de production qui sont pas dégueulasses. Donc voilà, profitez-en. Donc Kirk Hammett, voilà, Dave Mustaine il va pas être content du tout. Il dira par la suite que bah Hammett il est moins bon que lui, qu'il a construit sa renommée en fait sur des riffs que Mustaine avait composés, ce qui est pas totalement faux. Parce qu'on va avoir des morceaux par exemple comme si je raconte pas de bêtises, dans Orion, qu'il va y avoir un des riffs signature de Mustaine, alors que Mustaine n'était plus dans le groupe depuis assez longtemps. Il le dit toujours by the way, hein, mais il le dit un petit peu plus. C'est un poil plus nuancé. Il va dire il s'en sort bien le petit jeune. Enfin, en gros, ouais. Il a quand même bossé. On voit qu'il a fait des efforts. Voilà, il dit plus ça comme ça quoi. Mais Dave Mustaine, bah, il va pas s'en tenir à là. Il va dire puisque c'est comme ça, je vais faire mon Metallica dans mon coin avec des tables de blackjack et des flûtes, et je vais aller monter Megadeth. Voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir une rivalité qui va naître, qui va être sempiternelle depuis le début des années 80 entre Metallica et Megadeth. Et bah oui, on va avoir Mustaine au chant et à la guitare dans son propre groupe où il va faire ses propres compos, il va montrer toute sa virtuosité, ce qui va essayer de prouver justement à Metallica que il a pas besoin d'eux et que l'alcool et les drogues ça va pas avoir un impact si significatif que ça sur son jeu parce que c'est lui le meilleur guitariste. Et on va se rendre compte pendant toute la carrière de Megadeth que Mustaine a quand même un niveau exceptionnel à la gratte. À mon sens bien meilleur que celui de Hammett, quoi qu'on puisse en dire. Mais ça l'objet d'une prochaine vulgarisation métal, puisqu'on parlera de Megadeth, peut-être, un de ces jours. Mais là, c'est l'heure de parler de Metallica. Mustaine a monté le groupe le plus technique qui soit, avec des dieux vivants de musiciens, ouais. Complètement. Et j'ai mis énormément de temps, moi, à me mettre à Megadeth, et quand je m'y suis mis, je l'ai clairement pas regretté. Donc on arrive au premier album studio de Metallica qui est censé s'appeler Metal Up Your Ass. Sauf que le studio il dit, donc le
Le label, il dit ouais mais Metal Up Your Ass, on va pas l'appeler comme ça le disque parce que c'est pourri. Donc ils vont décider finalement de le renommer Kill 'Em All. Et ça c'est Kill 'Em All. Ta 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 ta. Alors, Neordain nous dit le seul album qui est bien du début à la fin. Je suis complètement en porte-à-faux par rapport à cette phrase. Je trouve que c'est absolument faux. Mais donc, c'est bel et bien de Four Horsemen. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va appeler Metallica à partir de maintenant. Ça va être les 4 cavaliers de l'Apocalypse. De Four Horsemen. Et Kill 'Em All a déjà d'un coup une production value qui est bien meilleure que leur précédents EP. Et cet album est clairement un album exceptionnel de l'histoire du métal de l'époque. Mais ce ne sera pas le seul morceau très important de l'histoire de Kill 'Em All, puisque je vous en ai mis quelques-uns de côté. Il va y avoir notamment ce morceau-là. Alors je vais avancer un petit peu parce que Hit the Lights, hop. L'intro est infinie. Voilà. Un an plus tard, Metallica était diffusé chez Vecna, ouais, tout à fait. Donc là, on est dans du trash pur et dur. Hein. Le SM, le SM, on va en parler, mais pas aujourd'hui. Ce sera dans la partie 2. Mais également, un morceau qu'on a entendu tout à l'heure, qui s'appelle Whiplash. Et là, dans une bien meilleure qualité. On va avancer un petit peu. Parce que l'intro... Master of Puppets, on va en parler, c'est clairement un chef-d'œuvre, pour le coup. Donc là, on est en train d'écouter le tout premier album de Metallica et la fondation de ce que va devenir le groupe par la suite. Donc ça c'est carrément de la balle. On va passer du coup derrière à un autre morceau qui est quand même très très important dans l'histoire de Metallica sur ce premier album. Ce morceau c'est celui-là. Donc évidemment Seek and Destroy. Et là vous avez le groupe dans sa formation tel que je vous en ai parlé à l'instant. Donc nous avons Cliff Burton à gauche, Kirk Hammett à droite, James Hetfield devant et Lars Ulrich derrière les fûts. Les petits jeunes, ils sont tellement mignons. Alors là, il faut savoir qu'on est majoritairement, et je crois même si c'est pas à 100%, sur des riffs de guitare qui ont été composés par Mustaine. Hein. Et ce sera encore le cas pour l'album d'après. Le groupe fera la première partie de Venom, donc pour un concert devant 7000 personnes aux Pays-Bas en 84. Et dans la foulée, le groupe va enregistrer son deuxième album qui s'appelle Ride the Lightning à Copenhague, au Danemark. Ils sont trop mignons, ça fait trop plaisir. Et Ride the Lightning, c'est ça. Ce son.
Moi non plus, j'étais pas né en 84, Alphananas. Très difficile de jouer et chanter en même temps, ouais, je le fais, donc ouais, effectivement, c'est difficile. Donc là, Ride the Lightning. Mais Ride the Lightning, ce n'est pas que ça. C'est également... Paf! Ce morceau-là. Avec son intro qui est extrêmement connu. On va pas s'écouter en entier parce que bah voilà, on n'a pas toute la journée. Voilà, Fight Fire with Fire. Donc là, tu veux du trash, t'as du trash, hein, y a pas de souci. Hein. Moi, je suis comme chez Puki qui disait tout à l'heure sur le chat, Ride the Lightning, c'est mon album préféré Metallica pour le coup. Mais également, un des morceaux qu'on apprend assez rapidement quand on fait de la musique en groupe, qui est celui-là. Et ça, même si vous connaissez pas Metallica, vous l'avez probablement déjà entendu. Born the Bell Tolls, effectivement. Hop. L'intro est infinie. Je vais vous caler un petit coup de couplet. En plus, elle est très facile à jouer à la batterie. Enfin, elle est pas très compliquée. On parlait justement des morceaux qu'on joue et qu'on chante en même temps. Bah celle-là, je la jouais et je la chantais en même temps avec mon groupe. Tous les gens sur le chat, ils le faisaient avec leur groupe. Comme quoi, c'est un petit peu le Come As You Are de Metallica, celui-là. Mais ce n'est pas que ça, puisque c'est également ceci. Et ce Bobby Master. Donc ça, c'est le jeu typique de Cliff Burton. Avec beaucoup de disto, de la wah-wah. Et ça a toujours été mon bassiste préféré de Metallica ever. Hop. Ah mais je croyais que j'avais mis Call of Cthulhu en vidéo, mais non, j'ai mis Born the Bell Tolls aussi, mais effectivement Call of Cthulhu. Je vais vous faire écouter très vite fait. On sent que la voix de Hetfield elle a commencé à gagner en maturité là. Donc Hetfield qui commence déjà à jouer hein, sur des Explorers, il va jouer sur des Explorers quasiment toute sa carrière. Et donc ouais, c'est le morceau que je voulais vous faire écouter également un petit peu, c'était The Call of Cthulhu. Qui est pour moi ouais, une masterpiece. Un morceau instrumental qui est extrêmement musical et le gros problème de Metallica aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent plus à faire des morceaux musicaux. Ils se disent que pour faire du gros trash aujourd'hui, il faut spammer le même accord pendant 7 minutes 30. Malheureusement, c'était déjà pas le cas dans leurs premières années et je pense qu'ils se sont un petit peu fourvoyés. Incroyable morceau que Call of Cthulhu.
Donc l'album les mène à la 100e place du Billboard 200 et Mustaine est notamment crédité sur Ride the Lightning et sur Call of Cthulhu. Parce que ça, le morceau que vous entendez là, ça c'est un riff qui est typique de Mustaine, ça. Donc en 86, le groupe retourne en studio à Copenhague et enregistre ce qui va devenir, on peut appeler ce qu'on appelle assez régulièrement l'album de la maturité. Et l'album de la maturité, c'est Master of Puppets. Oups. Donc là, si vous avez regardé Stranger Things, ça va vous parler. Alors, il y a ce Booby Master qui dit, et il en écoute un peu, mais perso, ce que tu n'aimes pas dans le trash, dans les jeux des icônes de cette époque, c'est le côté crade et baveux. Il n'y a rien de précis et ça, tu es pas fan. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que justement, ce qui va qualifier le trash metal, ça va être le côté incisif des coups de Mediator. Et le fait que ça va être justement très staccato et très précis, justement, au contraire. Par contre, il va y avoir un aspect très disto et très baveux au reste, mais ça va être le côté mixage. Par contre, le côté technique musicale, elle va être justement très précise. Alors, ça dit au secours les gens qui disent connaître le métal parce qu'ils ont vu Stranger Things. Alors on va quand même pas leur en vouloir de s'intéresser à un truc qui nous intéresse nous. Alors après t'as des gens qui vont faire la spécialiste parce qu'ils ont entendu Master of Puppets dans Stranger Things, mais s'il y a des gens qui ont découvert Metallica grâce à ça et que ça leur a fait une porte d'entrée vers tout un univers qu'ils ont ignoré jusqu'alors, c'est une très bonne chose. Le gatekeeping, c'est pas dingue, c'est exactement ça. Donc ça, c'est Master of Puppets. Mais l'album Master of Puppets, c'est pas que Master of Puppets. Ça va être aussi, par exemple, ceci. C'est le premier album du groupe à passer disque d'or en novembre de la même année. Et il deviendra triple disque de platine en 2003. Donc c'est un album qui s'est quand même pas trop mal vendu. Donc on est sur Welcome Home Sanitarium. Quand je passe des morceaux sur Spotify, vous avez le nom du morceau qui est juste en dessous de moi. Hein. Donc il peut être considéré par beaucoup de fans de Metallica comme le chef-d'œuvre du groupe jusqu'à présent. Et on peut, je pense, le hisser au panthéon des albums fondateurs du métal au sens large. C'est un album qui a une construction très organique du début à la fin, qui a une continuité très forte. Et qui bénéficie d'énormément de soins en termes de conception et de composition. Donc ça c'est pas une instrumentale, hein, c'est un morceau qui va faire quasiment 7 minutes, mais on va commencer à avoir de plus en plus de morceaux qui vont être en progression, avec des couplets un petit peu plus calmes, avec des intros qui vont être un petit peu plus tranquilles, et revenir sur des riffs un petit peu plus vénères sur des refrains. Et avec justement des morceaux qui vont être très chantants, qui vont dans le sens chantant, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir les jouer en live et avoir un accompagnement de tout leur public, parce qu'on a beau faire du métal, et ben on chante quand même. Là on va commencer à avoir des riffs de guitare et des solos qui vont être très Kirk Hammett, où en fait on va avoir énormément de bends, de notes longues. D'ailleurs des bends, des notes longues aujourd'hui dont il va abuser et surabuser. Mais le Kirk Hammett en tout cas de cette époque là, qui alors il faut savoir qu'il y a un jeu très étonnamment sud des États-Unis qui vient s'infuser dans Metallica. Des fois on va avoir des influences par exemple de country music ou de ce genre de choses là, tant dans le style de jeu et de blues, de mélange de ce genre de choses là. Il va donner son caractère vraiment unique à Metallica.
Pourquoi il crie pas dans le micro, le monsieur? Bah oui, parce que le métal, ça crie pas nécessairement tout le temps. Kirk Hammett, voilà, tout à fait. Mais ce n'est pas tout, puisque c'est aussi ça, Master of Puppets. Alors là, l'intro est interminable. Donc Orion, qui est un autre morceau instrumental du groupe. Alors tout à l'heure, je disais qu'il y avait des bouts de Dave Mustaine dans Orion. C'était pas dans Orion, c'était dans Call of Cthulhu que je voulais dire. Ah, je sais pas, moi j'aime beaucoup l'intro de Orion. Moi j'aime bien le truc qui prend vraiment son temps. Et là, on avait vraiment un métal qui était extrêmement musical. Donc ça, c'est une des instrumentales de Metallica. Mais dans Master of Puppets, ça ne s'arrête pas à ça. Il y a aussi ceci. Donc le fameux morceau Battery. Profitez-en, hein, on a un Lars Ulrich qui tape sur le temps. Aujourd'hui, c'est assez rare. Ouais, il y a beaucoup de répétitions dans Orion, mais le morceau est pas chiant. Voilà. Ah, donc là, il y a un personnage intéressant qu'on voit à l'image. Et on va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant. Puisque là, on va se calmer un petit peu et get real pour quelques minutes, puisque vient la date du 27 septembre 1986. Et lors de la tournée de Damage Incorporated en Suède, il y a Cliff Burton dans le bus de tournée qui décide de prendre la couchette de Kirk Hammett pour se reposer. Et ce matin-là, sur les routes de Suède, il y a le conducteur qui fait une sortie de route et provoque un accident terrible. Le van fait plusieurs tonneaux. Et tous les passagers vont a priori bien ou sont légèrement blessés, mais tous sauf un. Tous sauf un, puisque le pauvre Cliff Burton se retrouve écrasé par le bus de tournée. Donc Cliff Burton ne survit pas à l'accident. Malheureusement, Hetfield se souvient à ce moment-là, et donc du coup il en parle de cette manière-là, que le conducteur en fait il voulait se réchauffer, notamment avec la couverture que le groupe avait disposée sur le corps de Cliff Burton. Pour se réchauffer, et que il sait pas si le conducteur avait fait une connerie parce qu'il était rebou pendant qu'il conduisait ou s'il avait glissé sur une plaque de verglas ou quoi au caisse. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'à ce moment-là, il a voulu lui faire la peau et l'éclater pour cette indiscrétion. Et c'est à ce moment-là donc que le groupe va se mettre en recherche d'un nouveau bassiste, persuadé que Cliff Burton aurait voulu que le groupe continue sans lui. Voilà, ils vont pas arrêter leur carrière tout de suite. Il s'est passé un truc dans ce goût-là avec Rush, on parlera de Rush dans quelques temps. Le groupe a été mis en hiatus pendant très longtemps avec un énorme drame qui s'est passé pour un des membres du groupe. Là, en l'occurrence, ils ont décidé de repartir direct. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est un énorme tournant dans la carrière de Metallica, parce qu'il y a beaucoup de fans de Metallica, et moi y compris, qui considèrent que Cliff Burton est le bassiste mythique de Metallica et que jamais aucun bassiste ne réussira à le remplacer. Il faut savoir que les remplaçants, donc les deux autres bassistes qui vont suivre dans la carrière de Metallica, n'auront pas du tout le même impact en termes de personnalité, de présence scénique, de termes de son. Il ne dégage pas du tout la même chose. Alors Robert Trujillo, il a énormément de charisme pour d'autres raisons, on en parlera pendant la P2, mais voilà. Donc le groupe va se mettre en recherche d'un autre bassiste, et ils vont d'ailleurs faire passer une audition, notamment au bassiste de Primus, Les Claypool, le légendaire bassiste
de Primus. Parce que c'est un ami d'enfance simplement de Hamet. Donc il va participer aux auditions, il va pas être retenu. Il va y avoir plus de 40 bassistes qui vont être auditionnés à ce moment-là. On en parlera la prochaine fois de Trujillo. Hein. Et c'est finalement le bassiste de Flotsam et Jensam, qui s'appelle Jason Newsted, et non pas Newsted, qui va compléter la formation, qui se retrouvait amputée de son bassiste. Voilà. Il intégrera le groupe... Il intégrera le groupe officiellement donc, le 28 octobre 1986. Et ils vont faire un petit EP de reprise, histoire de... Je vous l'ai pas mis de côté, mais voilà. Mais ils vont rentrer surtout en studio pour un nouvel album, qui va être le fameux album sans basse. L'album qui va s'appeler Injustice for All. Bah, le truc, alors, on va parler vite fait de Trujillo parce que Morinder dit qu'il est sous-exploité dans Metallica. Quand tu vois les dingueries de jeux qu'il faisait chez Suicidal Tendencies et Infectious Groove. Oui, 100%. Après, aujourd'hui, tous les membres de Metallica sont sous-exploités dans leur propre groupe. Newsted aurait pu se démarquer, mais il s'accrochait trop avec Ulrich. En même temps, comment ne pas s'accrocher avec Ulrich? Si, je crois aussi, Zbooby, qu'il y a Twiggy Ramirez qui avait pas passé les essais, mais je suis pas sûr. Alors, donc c'est un album où les parties basses de Newsted sont délibérément sous-mixées. Pour deux raisons. Il y a notamment peut-être une histoire un petit peu de bizutage du nouveau membre. Donc ça a été avancé. Il y a aussi la possibilité que ce soit un acte qui a été fait par pudeur envers leur bassiste précédent décédé. Oui, Lars Ulrich est une personne extrêmement toxique, on en parlera à l'occasion du documentaire Some Kind of Monster sur la P2. Dans le mix de cet album, l'ego de Lars. On aura notamment un morceau qui va rendre hommage. Donc là on est en train d'écouter Blackened. Donc To Live Is To Die de Metallica, alors du coup... Je l'ai pas mis de côté, je vais le mettre dans un instant, accéder à l'album. Donc To Live Is To Die, qui est une chanson en l'honneur de Cliff Burton, et qui est une instrumentale extrêmement... très mélancolique, très triste. Et qui inclut notamment... les derniers riffs de basse, les derniers solos de basse en fait que Cliff Burton jouait énormément pendant les tournées précédentes. D'ailleurs j'ai l'impression que ça va être un des morceaux qui va avoir le plus de basse de tout le morceau, de tout l'album. Le fameux riff de Burton, je vais vous le retrouver. Il va être là. Celui-là. Ça, c'est un... c'est étrange parce que j'ai pas vécu la mort de Cliff Burton, mais ça me les met là systématiquement à chaque fois que je l'entends ce morceau. Regarde-moi ça, la chair de poule. Je suis pas un fan hardcore de Metallica, hein, mais ça tape extrêmement fort. Voilà, donc ça, c'est To Live Is To Die. Même encore maintenant, ça va être un sujet toujours très sensible pour Hamet. Ah, je savais pas. Je sais pas tout à fait comment ils ont vécu tout ça, eux-mêmes. Mais, pour revenir à Injustice for All, c'est surtout la naissance de leur tout premier musique vidéo. Le musique vidéo qui va être extrêmement important. Ça va être celui de One. Alors ce clip que là on est en train de regarder, ça va être leur tout premier et il va se hisser dans le top 100 des meilleurs clips vidéo de tous les temps par MTV. Et ce morceau va devenir un des morceaux les plus populaires de l'histoire du groupe. One, le morceau de Korn, ouais, tout à fait.
On va savoir qu'il va y avoir une espèce de suite entre guillemets de One qui va être sortie par Metallica. Moi je le vois comme ça, à l'occasion de Death Magnetic, et le morceau bah, je l'avais à l'instant et je m'en souviens plus, mais en gros ouais, t'as la même thématique de la guerre. Ça va être le, bah, c'était en gros le morceau qu'ils avaient sorti pour la promotion de l'album. Alors là, le côté trop commercial de Metallica, on va en parler. Tout, non c'est pas, The Dead Had Never Come, c'est ça, merci Jojo. Les Chouguiers, bonjour à tous. Et donc en octobre 90, Metallica va entrer à nouveau en studio à Hollywood, cette fois-ci pour enregistrer son nouvel album. Et là, ça va être compliqué. Alors je cut, hein, désolé. J'ai pas de moyen de faire du fade out, désolé. À ce moment-là, ils vont engager un nouveau producteur. Et cette personne va être très importante pour toute la suite de la carrière de Metallica, puisque cette personne, c'est Bob Rock. Bob Rock, c'est un gars qui avait travaillé par le passé avec Aerosmith, Bon Jovi ou encore Motley Crue. Alors du coup, c'est assez rigolo de se dire ça, parce que là, on a des groupes qui vont plus aller taper dans le glam, dans le air metal. Et bah, le thrash s'était monté un petit peu en opposition à ce mouvement-là. À ce moment-là, Metallica va prendre un producteur qui vient de cet univers-là. Et Bob Rock, c'est un gros sujet pour le coup. Il y a Newsted qui va enfin prendre sa place légitime dans le groupe, mais la rencontre avec Bob Rock, ça va marquer un énorme tournant dans la carrière de Metallica. Il y a à cette occasion un album très particulier du groupe qui va naître, avec une pochette noire quasi unique, qui laisse apparaître juste un serpent et le nom du groupe bien caché. Cet album n'aura pas de titre et sera surnommé le Black Album par Metallica. L'album du gatekeeping. Oui, ça c'est pas du métal. Car oui, là on va rentrer dans une phase qui va être pour Metallica la phase de l'ouverture au grand public. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, Metallica va décider de faire quelque chose qu'aucun autre groupe n'aura voulu le faire à ce moment-là. Ça va être de peut-être se calmer un petit peu, faire des power ballades, faire de leur musique quelque chose de plus accessible au plus grand nombre. La phase de ce qu'on peut appeler le mainstream, parce que le mainstream c'est pas nécessairement quelque chose de péjoratif. Donc là on est en train d'écouter Nothing Else Matters. Alors, il faut savoir que sur le Black Album il y a une pelletée de morceaux absolument incroyables. Il y a beaucoup de fans de Metallica qui ont simplement pris cet album là comme une trahison et qui ont décidé de refuser que cet album est bien, et qui vont décider que Metallica est mort pour eux et qu'ils vont aller faire autre chose. Plus heavy carrément, ouais. Ouais, il se démarque un petit peu à ce moment-là du thrash. Le thrash metal va devenir une composante moins importante dans la carrière de Metallica à partir de ce moment-là. Ce qui est important à connaître sur le Black Album, c'est que le Black Album, comme le dit Sam Matisse, c'est que ça va être une porte d'entrée à énormément de monde, notamment pour Metallica. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir découvert Metallica au travers de Nothing Else Matters ou de Sad But True ou de tous ces morceaux-là, et qui vont être amenés aux albums précédents et qui vont devenir fans du groupe et découvrir les albums qui sont un peu moins entre guillemets commerciaux, et voilà, s'ouvrir à ces morceaux-là. Mais pas nécessairement uniquement sur la carrière de Metallica, mais sur Metallica et le métal en général. Donc il y a beaucoup de gens qui vont penser que cet album-là c'est une trahison et que c'est une hérésie et que c'est un album de merde. Par contre, ça a ouvert énormément de monde au métal et ça on peut pas lui retirer. Après on dit de trash à style indéfinissable, à hard rock amélioré, etc. Machin, bah, ça, toutes les étiquettes en fait qu'on a du métal dans... voilà. Il y en a une par groupe hein, à partir d'un moment et même des fois plusieurs par groupe. Donc ça c'était Nothing Else Matters.
Donc, Metallica s'ouvre à de nouveaux horizons, cherche à toucher un plus grand public et se calme un petit peu plus sur les gros riffs bourrins. Donc, il y a pas mal de fans qui hurlent. Il y a d'autres groupes qui vont se moquer aussi également de ce groupe Metallica qui est devenu beaucoup plus commercial. Et c'est encore une critique qu'on entend aujourd'hui. La preuve, les échanges qu'on a là pour le moment sur le chat qui dénotent de ce sentiment qu'ont eu les gens quand ils ont écouté Nothing Else Matters pour l'époque. Okay. Cela dit, c'est pas pour rien puisque l'album il débute en première classe des classements dans 10 pays et il se vend comme des petits pains. Donc en fait, en fin de compte, ils ont complètement eu raison de le faire. Et il y a quand même d'excellents morceaux, notamment un de mes morceaux préférés de Metallica, qui est celui-là. Sad But True qui est pour moi un album, un morceau exceptionnel. Oui, mais en fait, vous positionnez un petit peu le commercial comme quelque chose de mauvais. C'est pas mauvais d'être commercial. C'est pas parce qu'un groupe ne vend pas d'album qu'il est meilleur que quand il en vend. Et c'est pas parce qu'un groupe revoit sa production value pour plaire à un plus grand nombre qu'il fait de la moins bonne musique. Il y a une reprise de Sad But True par Snoop Dogg, je le savais même pas. Mais c'est également le Black Album, ce morceau-là. Donc The Unforgiven, qui est un petit peu aussi dans la veine de Nothing Else Matters, avec une progression qui est un petit peu plus power ballade, hein, même si le morceau devient un petit peu plus heavy sur la suite. On commence à entendre des morceaux qui font un petit peu western. Il faut se rappeler quand même qu'à chaque début de concert, on va avoir The Ecstasy of Gold, qui va être le morceau qui va être joué sur un morceau de Ennio Morricone. Donc ils ont vraiment cette influence western qui est très très forte dans Metallica encore aujourd'hui. Moi je pense que le Black Album est une masterpiece de Metallica. Je pense aussi. Par contre, le meilleur mixeur de l'histoire, voilà, nous faisons des œufs et quick il se tourne. Ah ouais non, moi je suis sur les... C'est quick il se tourne, hein. Moi c'est pas quick ils sont durs, voilà. Mais c'est également ceci. Et oui. Parce que là on commence à avoir des clips, donc forcément on va en profiter un petit peu. Là nous sommes sur Enter Sandman. Donc ça aussi, hein, c'est un des morceaux qu'on apprend à la gratte quand on veut commencer à apprendre la guitare. Ah mais c'est une machine à tube Pochettino Black Album. Hein, une machine à tube. Alors ce qui est assez drôle, c'est que vous voyez le vieux là, donc qui joue plus ou moins le Sandman dans le clip. Il y a Metallica qui a fait un clip sur un de ses derniers morceaux du dernier album qui s'appelle 72 Seasons, que j'ai pas écouté parce que les morceaux m'ont pas plu. Et à un moment donné, je fais hey, ils ont mis le vieux pour faire un rappel au clip de Enter Sandman, etc. machin. Et après j'ai tilté, je fais mais en fait non, c'est juste que c'est James Hetfield. Voilà, no joke, c'était en live. Hein. Bah, on peut comprendre les fans du groupe parce que tu peux te dire peut-être c'est pas ce que j'attendais du groupe, ce qui fait que moi ce que j'aimais du groupe ça appartient maintenant au passé, maintenant il va falloir passer à autre chose. Donc tu peux être déçu. Mais voilà, il y a une différence entre ça et Gatekeeping, je pense. James Oldfield, ouais. C'est comme Mike. Hop. Donc ensuite, ils vont sortir un petit documentaire qui va montrer, je crois que c'est
un an en compagnie de Metallica, donc qui va montrer justement Bob Rock avec qui il travaille sur la production de leurs albums, sur leur live d'une manière générale. Faut savoir qu'à ce moment-là, ils remplissent déjà des stades. Hein. Donc voilà, ils font les cons, c'est rigolo. Donc on va commencer à avoir beaucoup plus de la vie du groupe qui va être documentée. On va se rendre compte de plus en plus que Lars Ulrich est un sombre connard, hein. Très clairement. Et là, je vous avais dit que le Black Album va marquer un énorme tournant dans la carrière du groupe. Ça va marquer un énorme tournant dans la carrière du groupe, oui, parce que en fait, c'est avec le Black Album, et non pas, je pense, avant le Black Album, c'est avec le Black Album que va se terminer, à mon avis, l'âge d'or de Metallica. C'est-à-dire qu'à partir de Load et Reload, qu'on va appeler Lou et Relou, on va avoir de plus en plus de choix artistiques du groupe qui vont être décriés, de plus en plus de choix musicaux, de moins en moins de morceaux qui vont être des énormes tubes. Il va y en avoir. Il faut être quand même assez conscient qu'il y a des morceaux exceptionnels qui vont être dans la carrière de Metallica et qui sont post le Black Album. Mais les albums qui ont fait la renommée du groupe sont passés. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le groupe va s'inscrire dans les années 90, va essayer d'évoluer avec son époque, va devenir... voilà, ils vont avoir une renommée tellement forte qu'au final, ils vont faire un petit peu ce qu'ils veulent et ils vont prendre des chemins qui, pour beaucoup de fans, ne vont pas être les bons. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que le Black Album, c'est le dernier véritable bon album de Metallica. Et c'était il y a vachement longtemps, parce que là, en fait, on en est qu'au milieu de cette présentation-là. C'est-à-dire que là, ça va être la fin de la partie 1 de la vulgarisation métal que je vous avais promis, et on y attaquera la prochaine fois sur la partie 2, sur la suite et fin de la carrière de Metallica. Je dis la fin parce que c'est jusqu'à de nos jours, puisque Metallica est un groupe qui est toujours en activité, et qui vient d'ailleurs de sortir son nouvel album qui s'appelle 72 Seasons. Qui, comme chaque album de Metallica depuis le Black Album, fait extrêmement débat. Voilà. Et il y a notamment un truc important qui va se passer dans la vie de Metallica et qui va énormément faire hurler. Et voilà. Ça va être la particularité du groupe, c'est que, fini les bouclettes, on se rendra notamment compte que les cheveux courts, ça ne va pas du tout à Kirk Hammett. Alors, chez Metallica, c'est devenu un peu hype. Oui, c'est les termes, hein, ça c'est tout à fait vrai. C'est juste que, alors moi il y a énormément de choses que j'ai appréciées dans la suite de la carrière de Metallica. C'est juste que là, les 3 ou 4 singles qu'ils ont sortis de 72 Seasons, je les ai trouvés absolument nuls à chier. Et par contre, c'est pas du bashing gratuit que de dire que Lars Ulrich est plus capable de mettre une pêche dans le temps en live, parce que je l'ai vu en direct et que ça me fait péter les plombs à chaque fois. Donc là, on arrive dans les années 90, ouais. Sachant que le Black Album, voilà, il est enregistré en octobre 90. Donc là, on va être vraiment dans la décennie 90s. Ça se voit sur leur gueule. Hein. Voilà. Mais pour revenir sur 72 Seasons, tu prends un riff, tu prends un accord, tu fais pendant 7 minutes 30 et puis c'est tout, quoi. C'est pour ça que je mets ça en opposition au morceau qu'on a écouté plus tôt, puisque effectivement on va être beaucoup plus dans le thrash metal et dans le thrash metal classique dans une de ses formes les plus pures. On va être également sur des morceaux qui vont être beaucoup plus mélodiques. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont complètement perdu. Hein. Quelque chose qu'ils auront retrouvé avec Death Magnetic, qui je trouve était un album vraiment très cool. Les looks là, ils sont symptomatiques des années 90. Je trouve par contre que la tronche de Jason Newsted, là, elle est pas mal du tout à ce moment-là. Voilà, ça fait Metallicio, ouais, un petit peu, même si Kyo, à ce moment-là, ils étaient pas encore dans la course. Et voilà ce qui conclut notre première partie de vulgarisation sur le métal.